Alors c'est un vaste sujet. Je ne vais pas remonter trop loin, je vais simplement parler de l'entrée de ce qu'on a appelé la seconde modernité familiale, c'est-à-dire la fin des années 60, le début des années 70. À ce moment-là, sous l'impulsion de tout un ensemble d'évolutions sociales qui se cristallisent à ce moment-là, on voit changer les façons de vivre en famille. La caractéristique principale de cette évolution, c'est sans doute ce qu'on a pu appeler la désinstitutionnalisation du couple, sa fragilisation, c'est-à-dire progressivement la perte de la valeur instituante qu'avait le mariage qui autrefois fondait la famille jusqu'à la fin des années 60 et qui est remis en question d'une certaine façon à ce moment-là avec la montée des unions libres et aussi avec la montée des divorces. Les années 70, la caractéristique, c'est cette explosion des séparations, cette montée des unions non officielles et la mise en avant des valeurs d'égalité entre les sexes, entre les générations, de liberté des personnes avec une autonomisation de plus en plus grande, et puis la focalisation sur la dimension affective des relations familiales et notamment des relations conjugales. Donc à partir des années 70, on passe dans un autre mode de fonctionnement familial. C'est la raison pour laquelle on a pu parler de démocratisation de la famille, ou pour définir ce mode de fonctionnement familial, parler de démocratie familiale, parce qu'en fait c'est les valeurs d'égalité, de liberté et les valeurs affectives qui sont mises en avant dans ce fonctionnement familial. Ça a entraîné de multiples évidemment effets au niveau des pratiques, donc je l'ai dit, la montée des séparations conjugales, le taux de divorce est de 10% en 70, en 80 il dépasse les 30%, donc il y a quelque chose qui a basculé, aujourd'hui il est environ de 50%. En parallèle, les unions libres montent d'une façon de plus en plus importante, elles vont pratiquement se généraliser comme étant le moyen de se mettre en couple, que l'on se marie ou pas après, si bien qu'aujourd'hui 60% des bébés naissent hors mariage. Donc ce n'est plus le mariage qui fonde la famille comme autrefois, c'est bien la venue de l'enfant qui fait famille en quelque sorte. Et à partir de là, évidemment, la relation parentale devient de plus en plus importante, elle correspond à la fragilisation du lien conjugal, correspond à un renforcement de la parentalité qui va s'affirmer de plus en plus dans les années 2000 et 2010. Alors la caractéristique du soutien à la parentalité, c'est justement qu'elle laisse aux parents véritablement la capacité à élaborer la réponse aux problèmes qu'ils rencontrent. Elle se présente comme un outil mis à disposition du parent pour arriver à sortir de ces difficultés. Donc le soutien à la parentalité, c'est une mise à disposition en quelque sorte d'une aide pour répondre à ces problèmes qui s'effectue sur la base de la création d'une confiance entre le parent et la personne qui soutient ce parent et qui vraiment place le parent au centre des réponses à effectuer par rapport à ces problèmes. Donc c'est pas l'aide traditionnelle que l'on rencontrait dans l'action sociale où on avait tendance à faire à la place des personnes qui étaient vraiment dans une difficulté telle qu'ils ne pouvaient pas assumer eux-mêmes la réponse. C'est une autre logique, une logique qui forcément débouche sur l'accompagnement des parents, c'est-à-dire sur le fait que ce soutien, il peut se prolonger dans le temps et le soutenant va accompagner le parent jusqu'à ce que son problème soit résolu. Alors la coéducation, comme son nom l'indique, c'est une éducation collective, commune. Au départ, ça a été employé tout à fait au début, après la Deuxième Guerre mondiale, pour désigner une éducation mixte des garçons et des filles en même temps. Et puis progressivement, évidemment, avec l'évolution des mœurs et des représentations, ça s'est ouvert à l'articulation des différentes instances de socialisation. Alors ça, la coéducation s'est surtout développée comme étant une collaboration entre les parents et l'école, dans une visée d'éducation des enfants.
Et puis, de plus en plus, ça inclut les autres institutions, que ce soit les modes d'accueil de la petite enfance, les instances de soins. Et elle a fini par déboucher par ce que j'appellerais une co-socialisation. Qu'est-ce qu'on peut entendre par co-socialisation? Le fait que pour les sociologues, la socialisation, c'est un processus très vaste. C'est-à-dire, c'est le processus de transmission des normes, des valeurs, des façons d'être, des façons de se comporter dans une société ou dans les groupes sociaux auxquels on appartient. Et donc, la formation de l'enfant, elle s'effectue de deux façons. Soit en répondant à des stratégies éducatives, là on va parler d'éducation, soit par imitation des personnes qui nous entourent, par imprégnation du milieu dans lequel on se trouve. Et la formation, là, c'est plus une formation par imprégnation. Donc la co-socialisation, c'est prendre en compte dans le processus de coéducation les instances aussi qui procèdent plus par cette imprégnation. Par exemple, aujourd'hui, une instance qui a pris une importance très grande dans la formation des enfants, qui sont les moyens de communication de masse, et évidemment, notamment les médias numériques. Il faut rappeler quand même que sur une année, un enfant passe plus de temps devant un écran, quel qu'il soit, qu'à l'école, par exemple. Donc, bien sûr, la perspective de co-socialisation, c'est élargir à tout ce qui a un impact sur l'enfant quant à sa formation.